Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes de ceux qui pensent que pour l'édification et surtout pour la construction d'une nation, d'un État, ou si vous préférez, et d'un pays, l'aspect spirituel reste fondamental. Raison pour laquelle tous les jeudis, nous nous donnons rendez-vous ici à partir de 10 heures pour parler fondamentalement de spiritualité dans toutes ses facettes. Et ce matin, nous marquons un arrêt important, un arrêt majeur sur le christianisme avec une interrogation essentielle, une interrogation importante, une interrogation certainement pertinente. Qui est à l'origine du christianisme? Plusieurs thèses s'affrontent entre ceux qui pensent que le christianisme est fondamentalement occidental, d'autres qui pensent qu'il est fondamentalement africain, et d'autres thèses également qui pensent que le christianisme n'est ni européen, ni occidental, si vous préférez, de manière globale, ni africain. Ce matin, de toutes les façons, nous lançons le débat afin que nul n'en ignore qui est à l'origine du christianisme. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué nos arrêts habituels. Tout à l'heure, la très étincelante Claudia nous amènera du côté des kiosques pour une balade informationnelle. Nous marquerons aussi, comme d'habitude, un arrêt pour la dénonciation du jour. Mesdames et messieurs, votre fidélité continuera à nous honorer dans le cadre justement de cette production, dans le cadre de ces 2 heures où nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. 10h, 11h52 sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Qui dit mieux? Et nous accueillons ces amis qui répondent déjà à présent. Révérend Bayon, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait. Bonjour à tous mes copanélistes ce matin. Je salue comme ça toute la panoplie des myriades de téléspectateurs que nous avons de par le monde pour cette magnifique matinée qui se veut spirituelle sur une problématique qui vaut la peine. Merci d'être là ce matin. Vous nous accompagnez de manière régulière depuis de longs mois dans le cadre justement de ce concept J'ai dit spiritualité sur Info TV. En face de vous, nous allons accueillir Monsieur Tot qui répond également présent. Mr. Tot, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien. Ah bien, nous nous battons comme nous pouvons. Pour l'instant, je tiens debout. Bonjour à tous les panélistes, tous les copanélistes. Bonjour à toutes les sœurs de combat et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Ah, vous parlez Eton là? Ouais. Mais Otep n'est pas Eton. Otep, ça veut dire paix. C'est dans quelle langue ça? En égyptien ancien. Ah, l'égyptien ancien. Ouais. Je rappelle que vous êtes égyptologue. Ouais. Ah, d'accord. Mais je ne vois pas que je rappelle, je vois également que vous avez d'autres attributs ce matin. Hein. Je n'arrive pas de le constater. Vous avez un chapeau avec, je ne sais pas, soit c'est une plume de poule ou bien d'oiseau. De perroquet. Et devant vous, vous avez une sorte de chasse-mouche entourée d'un tissu rouge. C'est quoi la symbolique de tous ces attributs? Bon, pour ne pas tirer de long en large... Vous êtes venu faire la sorcellerie ici? Non, pas du tout. Ah, ça me rassure. Je suis dans l'école des mystères traditionnels africaines. Ouais. Ah, d'accord. Donc... en phase d'initiation ou bien vous êtes déjà initié? L'initiation, c'est toute la vie. On ne d'accord. s'initie pas en 3 ans ou en 10 ans, c'est toute la vie. Quand un bombok vous dit qu'il est un bombok, lui-même il sait qu'il est permanemment élève. Quand un zomlo vous dit qu'il est zomlo, il sait qu'il est permanemment élève, puisqu'il y a toujours des choses à découvrir au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie. Voilà Donc pourquoi il faut être humble. Voilà, l'initiation, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Voilà. C'est pas une affaire, quelqu'un disparaît pendant 6 mois, et revient, il dit qu'il est un grand initié. Non, c'est pas ça. L'initiation, c'est l'école de toute une vie. Même la période où on meurt, c'est une phase initiatique aussi, où on découvre autre chose qu'on n'aurait pas pu C'est vrai découvrir. qu'on va parler, dans un de ces 4, dans le cadre justement de J'ai dit spiritualité, y a-t-il une vie après la mort? Voilà. Voilà. Entre-temps, il va chercher quelqu'un qui est mort et qui est revenu pour avoir un peu plus de précision. Oui, mais il y a la mort initiatique aussi. Hein. La mort, quoi? Il y a la mort initiatique. Ça veut dire quoi? Bon, quand on t'apprend à ouvrir la porte et voir ton corps étalé, Ah, ben ouais, je vois un peu de quoi vous voulez parler. Donc, une fois ça que sont les petits séances de sorcellerie. C'est la sorcière. Oui, mais c'est déjà une expérience de voir son corps allongé.
Maintenant, le jour de la mort, c'est une expérience beaucoup plus approfondie. Très bien. On en parlera un de ces quatre. On accueille également Alain Douk qui ne cessait de sourire quand vous étiez en train de parler. Je ne sais pas pourquoi. Alain Douk, bonjour. Ah, parfait. Bonjour, bonjour aux millions de téléspectateurs du média qui caracole, du média fusée. Bonjour à mes co-discutants déjà installés. Bonjour au top management. Bonjour aux petits acteurs de l'ombre. Je veux croire qu'en ce matin, c'est jeudi spiritualité. Tout à fait. Et que nous allons véritablement émoustiller tout le monde à la maison et que vraiment nous ferons une belle émission, comme d'habitude. Vous nous réservez encore de très grands moments de Ah, ça télévision. c'est clair. En face de vous hein, et de nous également, il est resté lui-même, le dit fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, et reste le consultant Pierre Blérieux. Mais bonjour. Bonjour, parfait ici, et bonjour au panel. C'est pour Alain donc que je m'inquiète. Ah bon? Et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il se permet d'être courageux alors qu'il voit tout un à côté de lui. La fois dernière, il parlait fort ici et tout et tout. Maintenant, regarde alors. Toi, tu es venu avec des choses très bizarres. Voilà, sur ce plateau. donc, Alain, on va faire un zoom. peu. L'arsenal de Todd. J'ai l'impression que Todd a passé 3 jours d'intense méditation. Voilà, donc, voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'on voit bien le chasse-moche là, Oui. avec un tissu rouge? Bon, chez nous, dans les champs, quand tu voyais ça, ça veut dire que le champ est blindé, il ne faut pas passer par là. Donc, Alain, donc, gare à toi, tu es dans ce champ magnétique. Nous sommes un peu plus éloignés. Pour arriver jusqu'à moi, il faut passer par l'Onkuta. Il y a le pasteur. Non, c'est pour mettre la bonne humeur parce que moi, les choses sérieuses, je les dis toujours avec ma bonne humeur habituelle. Je suis heureux d'être là. Ce que je sais de ce programme, surtout du jeudi spiritualité, c'est qu'il est très attendu. Très, très attendu. Les gens ont beaucoup de problèmes spirituels. Tout à fait. C'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous leur disons. Oui, parce que une foi nouvelle peut égarer une âme qui est sans fondement. Mais également, une mauvaise foi ancienne peut vous maintenir dans la pénombre. Donc, nous devons être vigilants, très vigilants à ce que nous disons. Merci Pierre Blérieux. Comme d'habitude, je vous suggère de garder le microphone. Vous allez nous délivrer la sagesse de ce jeudi matin. Alors, la sagesse de ce jeudi matin dit « Dans chaque plaisir est cachée une souffrance. Il faut évaluer l'un et l'autre. » On peut reprendre. Dans chaque plaisir est cachée une souffrance. Il faut évaluer l'un et l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de plaisir sans douleur. Mais il faut toujours mesurer si la douleur vaut le plaisir que nous recherchons. Des fois, nous recherchons des plaisirs qui s'accompagnent. Parce que la douleur ou la souffrance qui vient après qui accompagne le plaisir vient après. Vous ne voyez pas la souffrance. Vous voyez seulement le plaisir lui-même. Mais après lui est cachée une douleur soudaine qui peut être très violente. On nous invite donc ici à faire attention aux plaisirs que nous recherchons. Voilà, il y a des plaisirs dangereux. Par exemple, le plaisir qui consiste à aller avec la femme d'autrui. Voilà, vous voyez que c'est un plaisir dont la souffrance. Je voyais un jeune homme qui a été attrapé par un policier chez lui. Il a commencé à faire lui-même le programme des obsèques. Il dit, jeudi, levé de corps à Yaoundé. Veillé à Yaoundé avec corps. Vendredi, départ pour le village. Bon, il racontait ce genre de choses. S'il avait réfléchi avant, il n'aurait pas agi ainsi. Merci pour ces éternelles sagesses matinales. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien en direct sur Info TV. Nous émettons 24 sur 24, 7 jours sur 7, à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, au lieu dit quartier Foulane, descente et Foulane, à côté de la gendarmerie. C'est là où est situé Info TV. Bienvenue une fois de plus sur Jeudi Spiritualité.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce jeudi. Bonjour à tous les sorciers et sorcières. Et on a sur ce plateau. Je ne sais pas. Je ne Tu sais pas. soupçonnes qui? Je soupçonne d'abord Blérion. Ah bon? Je soupçonne peut-être un peu Alain Doug. Je ne sais pas. Peut-être il doit encore passer par une phase d'initiation, mais voilà. Et le pasteur? Oui, il est là, il est dedans. Et le modérateur alors? Non, on a dit le gros sac, on a dit que c'est le gros sac de... Ça peut être une illusion, hein? Enfin ici, vous savez, aujourd'hui c'est jeudi des filles, Ouais. et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de coup de gueule sur ce plateau. Ah, vous revenez avec On va y aller, vos coups de gueule. Oui, on va y La aller. présidente des TISA. Non, rien à voir. On va y aller en trois phases. J'aimerais d'abord parler de football. Déjà, je vous pose la question. Vous supportez quelle équipe, quel club entre le Barça et le PSG? Le PSG. C'est bon, vous n'êtes plus mon ami, c'est terminé. Bon, d'abord, le Barça est éliminé. Oui, le Barça est éliminé. Et j'ai envie de dire donc... La finale, ce sera PSG contre Inter de Milan. Et Bien ce sera le entendu. 31 mai à Munich. Pour vous dire donc, Inter de Milan va donc débrancher votre joie. Et ça fera plus mal parce que quand vous n'arrivez pas à la coupe, aux supporters du PSG, franchement, Bon, c'est vrai la que joie j'ai un sera problème- débranchée. J'ai un problème avec les clubs français. Parce que si le PSG gagne, les journalistes français Non. vont nous en donner plein la tête pendant au moins un mois. Ils ont même déjà commencé à Voilà, insulter déjà. Mbappé, hein. Voilà. Ils ont déjà tout dit de Mbappé. Voilà, Tout. ouais, alors. Ce matin sur RFI, ils Voilà. ont lavé Mbappé, ils ont maintenant reconnu qu'il est Camerounais. Ah oui, Oui, Mbappé est ça devenu alors. Camerounais. Vous savez, les Français ont cela de particulier, Pierre Blériot. Lorsqu'un joueur brille, il est au sommet de son art là-bas, on dit le Français Kylian Mbappé, le Français Thuram, oh quel talent! Mais lorsqu'il ne brille plus, tu entends, le franco-camerounais Kylian Mbappé. Oui, c'est un peuple très bas. C'est de- pas sérieux. Oui, de ce point de vue. Tous les Noirs et autres qui ont fait la grandeur de ce peuple ont été rejetés à un moment ou à un autre de leur vie. Aujourd'hui, que Kylian soit traité comme il est traité par des journalistes français. C'est inadmissible. Voilà. Bon, mais ce que vous devez savoir, moi, je n'ai pas une grande idée de la France. C'est un petit peuple. On ne le dira pas aussi. Bon, ça, c'est ce que moi, je pense, que c'est un petit peuple. La France est une puissance. Bon, non, c'est une puissance sous perfusion. Ah bon? C'est-à-dire qu'on lui a mis plusieurs trucs là pour la tenir en oxygène, c'est tout. Alors, parfait ici. Bon, il y a un autre truc Oui. ce que tu oublies de dire, c'est que le Camerounais, le 24 de Dieu, est en finale. Le 24, c'est qui? Tu ne connais pas Voilà, le non. 24 de Dieu? Un gardien de but. Ah, c'est d'accord, André ok. Onana. D'accord, André Onana. Ah, je n'ai pas son numéro de son On dorsal, je l'appelle ne le l'ai pas. 24 de Dieu. Bon, Bon, c'est il fallait la- dire la Kassongo, il fallait Palika. dire Kassongo, j'allais vite savoir de qui il s'agit. Ah bon? Il dit Kassongo. Donc il est également en finale et il risquera remporter cette coupe au 24 de Dieu. De toutes les façons, nous le soutenons. La finale, c'est pour bientôt. Hein. Voilà. Oui, c'est pour bientôt. Ils ont battu ce club hier, j'oublie le nom, 3-0. Alors, parfois ici, Oui. peut-être pour quitter cette actualité sportive, j'aimerais quand même faire un véritable coup de gueule maintenant. Oui. Il y a quand même une histoire sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire macabre pour moi. Il s'agirait d'un militaire qui aurait tapé copieusement son épouse et la mère de cette dernière parce que celle-ci aurait... Et la mère de son épouse. Oui. Dans les deux. Oui, les deux. Parce que celle-ci aurait décidé d'aller chercher un petit boulot, ce que le monsieur avait interdit formellement dans son foyer, que non, la dame ne doit pas travailler. Et puis, la femme, quand le monsieur sortait peut-être dans ses différentes missions, elle partait faire son petit boulot. Le monsieur a donc découvert. Et c'était la bastonnade, vraiment, on a tapé l'épouse et la maman, etc. Donc, c'est une histoire qui se trouve sur la page de ce lanceur d'alerte, Juimanto. Bon, donc, voilà. Et puis, enfin, je me demande, mais les hommes, qu'est-ce que vous voulez finalement? La femme, le travail de la femme, c'est son épanouissement parfait ici. Il y en a certains hommes qui l'ont compris, mais il y en a d'autres, vraiment, on se dit, mais qui vous a éduqué? Nous sommes au 21e siècle, la femme doit travailler.
Mais attendez, quand même. Oh là là. C'est vrai que je connais C'est pas un possible. général de la République désormais mis en deuxième section. Sa femme avait également un boulot. Je préfère ne pas donner trop de détails. Oui. Mais lorsqu'il a épousé monsieur le général, il lui a demandé d'arrêter ça. Et tu restes à la maison. Et la femme a abandonné son boulot. Hein. Est-ce que c'est Elle a bien? dit, tu restes à la maison, je te donnerai tout. Voilà, c'est terminé. Bon, pour revenir à votre coup de gueule, proprement dit, Oui. nous condamnons avec la dernière énergie ce genre d'ajustement. Vous avez sorti une expression là, c'est d'abord pour l'épanouissement. Oui. Je suis d'accord peut-être avec certains panélistes sur ce plateau qui pourront être d'accord aussi avec moi. Oui. Le grand penseur nous disait que le travail est loin de nous, 3 grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Tout à fait. Oui, moi je ne condamne pas pour une simple raison. Vous ne condamnez pas le Blériot, militaire. quand même. Non, faut me laisser parler. Je ne condamne pas parce que pour qu'un homme ait le courage de taper sur sa femme et sa belle-mère, ça veut dire qu'il a assujetti toute cette famille-là. Il n'a pas trouvé de personne là-bas, laissez-moi que militaire ou je ne sais pas quoi. Pour que toi tu tapes sur ma mère, parce que sa fille, ma soeur est venue en mariage chez toi, tu finis. Ça veut dire que peut-être il a aussi le mari de sa belle-mère. Oh là là. Non, quand Non, même, Blériot. pas il faut jusqu'à- bien écouter quand je parle. C'est-à-dire que ici, tu ne peux pas être, maman est décédée, oui. Assis là, tu entends qu'un homme, parce qu'il tapait sur ta soeur, a aussi tapé Attends un peu. sur ta maman. C'est quel cauchemar. Voilà donc, ça veut dire que le militaire qui, il a mesuré toute cette famille. Il a vu que ce sont ses épouses, tout le monde là-bas, et il a fait comme ça. D'accord? Donc, je ne Très bien. condamne pas. Cette femme est allée en mariage. Elle est allée là-bas en mariage avec sa mère aussi qui est en mariage là-bas. Donc, Merci. Parfois hein. ici, pour clôturer, je disais que c'était en croix-phase. J'aimerais tout simplement remercier Blériot Niemek. Au-delà de tout ce qui se dit sur lui, j'avoue que c'est quelqu'un de particulièrement gentil. Blériot, c'est le genre de personne, quand vous lui posez un problème, il ne va jamais te dire non. Il va te dire, on va voir, je vais essayer. Et la plupart du temps, il essaye. Et voilà, si ça ne donne pas, ça ne donne pas. Si ça réussit, ça réussit. Donc, j'ai tout simplement envie de lui dire merci. J'ai acheté 2 petits paquets de fourrés pour lui. J'aurais aimé... Vous êtes l'avocat de Blériot ce matin. Oui, aujourd'hui, vraiment, quand je parle de lui, je ne sais pas... Enfin, Je suis sûr que Blériot beaucoup est d'amour quelqu'un de comme ça pour Blériot, ça particulièrement finira gentil. par me donner du diabète. Je ne suis pas sûr que lui-même est d'accord. Hein. Mais bon, voilà. Donc, 2 petits paquets de Il y a fourrés trop pour de cadeaux sur ce mon ami Blériot. Bon, quand il nous donne en direct, donc voilà, moi aussi Voilà je... pourquoi tu donnes ça. Ouais, moi aussi je donne aussi en direct. merci Claudia. Voilà les Donc, bouteilles qui se bousculent. Ok. Non. C'est très bien. Merci. C'est que comme c'est moi qui donne comme la parole. Merci. Faut aussi penser à celui-là. Non, Mais, ouais, parfait, vous C'est avez vrai que moi je ne suis pas particulièrement gentil. Mais non, merci Claudia. Je suis touché. Je suis touché. vous êtes mon aimable. Je ne vais... Bon, un vieux comme moi ne pleure pas. J'ai pleuré le jour où mon grand-père est mort, c'est suffisant. Je suis touché. Ben, je vais continuer d'être celui que je suis. Très bien. D'accord. Merci hein, Claudia pour ce geste. Claudia, nous passons rapidement à la balade informationnelle de ce matin. Hein. Que disent les journaux? Parfait, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce jeudi, le quotidien Info Matin, nos propos des actualités. Tout d'abord, Cameroun-Turquie, coopération bilatérale militaire renforcée. La page 3 nous indique que le MINDEF Joseph Betty Assomon a ce 7 mai dans son cabinet à Yaoundé reçu son homologue turc de la défense nationale Yassar Gouler en séjour au pays dans le cadre de la commission mixte. Au menu des échanges, la ratification de plusieurs accords, notamment en matière de formation et des projets de l'industrie militaire en cours. Lire la page 3 pour en savoir davantage. Une de ce journal, on parle cette fois-ci d'un civisme sur la voie ferrée. Le gouvernement passe donc à la répression, présidée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangal et Bibéé. Une session extraordinaire du Comifère s'est tenue ce 6 mai à Yaoundé. Le tri hebdomadaire de la météo nous plonge dans cette actualité. Ici, on parle pour réintégrer l'ITI. Le Cameroun réaffirme son engagement pour la mise en œuvre des mesures correctives au cours de la session du comité national qu'il a présidé
ce 7 mai à Yaoundé en présence du secrétaire international, le MINMID par intérim, professeur Foukalitu Jankri, vice-président du dit comité, a présenté les efforts du gouvernement visant à sortir le pays de la suspension à printemps. Le quotidien Le Jour parle de présidentielle 2025. Aman Manan nous présente cette actualité. Comment comprendre le débat sur la liste électorale nationale? Les acteurs politiques réclament la liste électorale nationale, c'est-à-dire le fichier des électeurs inscrits, et les CAM publient les listes électorales par antenne communale. Les non-dits et les enjeux d'un débat animé sont présentés en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. Autre actualité à retenir ce jeudi avec le quotidien Mutation, on parle de la bombe carcérale au Cameroun. Le taux d'occupation des prisons passe donc de 159% en 2019 à plus de 177% en 2024, suscitant l'émoi de la Commission des droits de l'homme qui dénonce la systématisation de la détention provisoire. Georges Alain Bouyoumou est plus précis en page 5. Qualité de la formation des journalistes, on en parle avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. Le gouvernement y tient, nous apprend Marie-Claire Nana. Il faut savoir qu'à l'occasion de la 4e session du Conseil des directions de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information de la communication, en abrégé ESTIC, hier, le ministre René Emmanuel Sadi a indiqué qu'un pays démocratique comme le Cameroun devrait avoir de bons journalistes. Les travaux ont justement porté sur la modernisation du plateau technique de l'établissement, à l'instar du studio de télévision déjà réhabilité ou opérationnel. La page 16 et 17 sont plus précis sur cette actualité. Le billet hebdomadaire Le Point parle du Cameroun, ferveur et loyalisme, lien armée-nation étanche. L'information est à retrouver en page 7 de ce journal. Le quotidien, Le Messager, ce journal de Fepius Diawé, parle ce matin de brigade anti-sardinard, fait entrer l'accusé entre boycott des spectacles des artistes, enfarinement des membres du gouvernement et des officiers de l'État du Cameroun en passant par la vraie ou supposée appartenance au mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Le commandant adjoint de la Basse-France se met à table de la page 3 à 4 ce matin. Le Témoin est en kiosque ce matin. On parle ici de gestion des déchets à Yaoundé. Quand les promesses ne ramassent pas les ordures, la cérémonie de clôture du forum sur la gestion des ordures ménagères dans la capitale s'est tenue ce mercredi, présentée comme une réponse concrète à l'insalubrité 300 à Yaoundé. La rencontre a couché aux yeux de nombreux observateurs d'un discours sans lendemain. En attendant, les tas d'ordures continuent de s'accumuler dans les rues au grand désarroi des habitants. Lire la page 6 pour tout comprendre sur cette actualité. Le du Sahel est en kiosque. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, ici on parle de Minsek, extrême nord. Tension entre le délégué régional et des chefs d'établissement. Guiba Gataman rencontre en page 4. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti qui parle de Marc Kemguin. Une dette mal maîtrisée peut entraîner des tensions budgétaires. Il faut savoir, dans une interview accordée à l'économie, le patron de Harvest Asset Management revient sur ce qu'il faut retenir de la première édition du colloque financier international qui s'est tenu à Yaoundé. Thierry Ekouti est plus précis sur cette actualité en page 6 dans sa parution de ce jeudi par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque, comme d'habitude. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de jeudi, jeudi des filles, jeudi des meufs. Jeudi des meufs, des filles indépendantes. Merci, bonne journée à vous également par Faïssi. N'oublie jamais le conseil. Bonne suite d'émission. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite.
de prendre la dénonciation proprement dite, nous allons d'abord vous donner le programme des obsèques de ce jeune garçon qui nous a quittés étant véritablement encore trop jeune. Il s'appelait Atuba et Kobna Frank Giovanni. Il est né le 17 octobre 2009 et décédé le 8 avril 2025. Ce qu'il faut retenir est que du 8 avril au 8 mai 2025, c'était donc le recueillement tous les soirs au domicile des parents à Ahal du Monté Terminus au BAM. Vendredi 9 mai 2025, c'est-à-dire demain, 14h, levée de corps au CEFTA, 15h, départ pour le village Formimban 1 par Akonon, 16h, arrivée et installation, chants et prières, 20h, culte suivi de la grande veillée jusqu'au matin. Samedi 10 mai 2025, 10h, début des cérémonies traditionnelles, 12h, culte, témoignage, inhumation. Nous adressons toutes nos sincères condoléances à la famille durement éprouvée et que le jeune Atuba et Corona, Frank Giovanni, que son âme repose en paix. Pierre Blériot, nous vous repassons la parole, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici nous dénonçons un phénomène qui est récurrent dans notre société, bien que la loi l'encadre. Nous dénonçons quand même pour la bonne intelligence de tous. J'ai été appelé par une famille qui a un corps actuellement à la morgue. La dame a 66 ans. Elle a contracté mariage avec... elle s'est mise en union libre d'abord avec un monsieur il y a 40 ans de cela. Avant ce mariage, elle avait 2 enfants issus d'autres relations précédentes. Et elle a eu dans ce mariage, après 20 ans de mariage, un enfant, une fille. Elle a donc eu 3 enfants en tout. À l'heure qu'il est, la dame a été très malade et son mari ne l'a pas assistée pendant sa maladie. Soit dit en passant, il y a 3 ans de cela, l'homme et la femme sont allés en catimini faire un acte de mariage, disant régulariser leur situation. Donc, ils ont un acte de mariage depuis 3 ans, ayant vécu 40 ans ensemble. La dame est tombée gravement malade, l'homme ne s'en est pas occupé. La famille de la femme est venue récupérer leur soeur, leur fille, l'a fait soigner, mais malheureusement, cette dernière est décédée. Depuis qu'elle est décédée, donc, le monsieur envoie les nouvelles pour qu'on lui envoie le corps de sa femme, dit-il, qu'on lui donne le corps de sa femme. En temps, les enfants demandent qu'on enterre leur maman du côté de la famille d'origine de la maman, y compris l'enfant qu'ils ont eu. C'est-à-dire que la fille de 20 ans, qui est l'enfant de l'homme, souhaite que le mari et sa maman soient enterrés dans la famille d'origine de sa maman. Et donc, le corps est bloqué à la morgue. On est dans cette situation-là. J'ai beaucoup d'autres corps, même des proches à toi et moi, qui sont bloqués à la morgue actuellement pour des raisons similaires et autres. J'ai voulu dénoncer ce phénomène qui consiste à ne pas bien encadrer dans nos propres familles tout ce qui se passe autour des deuils. Très bien. On va passer la parole d'abord à Tota. Je peux déjà souligner qu'il y a 2 problèmes qui peuvent être posés sur la table lorsqu'on a suivi ces dénonciations de Blériot. Un problème à caractère juridique et un autre, un problème à caractère traditionnel. Je vous passe la parole, Tota, pour votre commentaire. Bon, déjà, en ce qui concerne le mariage, en culture négro-africaine, le mariage effectif, c'est la dot. Les institutions coloniales nous ont imposé l'acte de l'état civil, tout simplement pour des formalités administratives et les questions d'héritage. Mais ces problèmes d'héritage étaient déjà résolus dans la politique coutumière de l'Afrique traditionnelle. Et donc, nous sommes là face à une situation où si la femme a été dotée... Non, elle n'a pas été. Ça devient donc un vice, puisque si elle n'a pas été dotée, elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue par la belle famille. Et si ils ont juste fait l'acte de mariage, en ce moment, c'est la justice qui doit trancher l'affaire. Parce que là, la tradition ne peut pas se prononcer. La tradition ne peut se prononcer que lorsqu'il y a eu dot.
C'est en ce moment que les deux familles peuvent s'asseoir et décider d'où la fille peut être enterrée. Donc moi je pense que sur le plan traditionnel, cette femme n'est pas légitime. Elle n'est pas légitimement reconnue par la belle famille. Mais sur le plan administratif, elle est légitimement la femme de son époux. Et en ce moment, le problème doit revenir à la charge de la justice administrative. Et donc, la femme doit être enterrée chez son mari. Oui. Non, ce n'est pas exactement ce que dit le droit. D'accord. On passe la parole au révérend Bayon. Révérend Bayon, vous vous situez à quel niveau? Un problème un peu compliqué, un peu délicat. La famille de la femme a estimé que le mari a abandonné cette dernière. Au moment où elle était très malade. Malheureusement, même elle est décédée. Et le monsieur lui dit, vous me donnez le corps de mon épouse, je l'enterre chez moi. La femme dit, niet, cette femme sera enterrée chez elle. Votre regard? Bien, ceci soulève un problème social que nous retrouvons chez nous ici au Cameroun, où les gens se projettent généralement quand il y a mort d'homme. Quand il y a maladie, quand il y a besoin, on ne vois personne. Mais j'ai l'impression que les gens veulent s'afficher quand il y a mort d'homme. J'estime que c'est un problème qui doit être résolu dans notre société d'aujourd'hui pour comprendre que les morts n'ont pas plus de valeur que les vivants. En général, vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, vous n'allez pas, je viens de voir, n'est-ce pas, mon frère recevoir un cadeau quand il est vivant, c'est pas quand il est mort qu'on va lui offrir le cadeau. Je suis pas sous ton contrôle, qu'il faut laisser les morts enterrer la mort. Tout à fait. Donc ça veut dire que il faut, ça soulève un problème, régler un certain nombre de choses. Je soulève ici le cas d'un homme dans la Bible qui s'appelait Ézéchias. Dieu lui dit, donne des ordres à ta famille parce que tu ne vas plus vivre. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons arranger parce que ça peut poser problème quand vous serez plus vivant. Tout à fait. Qui va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est des choses que nous devons résoudre aujourd'hui. Beaucoup de familles se déchirent après le décès d'un des leurs parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait en amont. C'est une leçon que nous devons apprendre. Beaucoup de gens aujourd'hui, et ça devient accepté. Vous prenez la fille d'autrui, vous allez mettre chez vous. Vous vivez des années comme ça avec elle, et puis on ne sait pas si vous êtes marié, si vous n'êtes pas... Le jour qui a 40 ans de vie. Tout à fait. Et il y a 3 ans qu'ils sont allés faire un mariage. Et faut-il encore savoir si cet acte de mariage qui dit avoir été fait en catimini est même un acte qui n'est pas frauduleux? Parce que beaucoup font des choses comme ça, ils font de la fraude, juste parce qu'il y a une bataille autour d'un corps, autour d'un deuil. Moi, je veux dire, n'est-ce pas, interpeller comme ça les familles de bien s'asseoir dans la paix et de discuter, trouver un terrain d'entente. Beaucoup de gens, même quand on enterre, les tombeaux sont abandonnés. Vous venez vous trouver, personne n'est plus jamais repassé pour poser une fleur. Alors qu'on a bagarré pendant le deuil. Donc ce que je veux dire, c'est que nous devons faire ce qui est mieux. Quand on s'assoit pour discuter, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Qu'est-ce que les enfants, la place des enfants, où est-ce qu'ils peuvent aller et facilement poser un bouquet de fleurs sur la tombe de leur mère, sacler? Je pense que c'est quelque chose, c'est un respect. Nous n'adorons pas les morts, c'est un respect que nous devons pour ceux que nous avons aimés et qui sont partis avant nous. Merci Sango Pasto. Alors, Alain Douk, chez nous, au village, moi je suis souvent les papas, les grands-pères le dire, notamment dans mon village, on ne discute pas à mort. Nous discutons les vivants. À mort, il ne sert plus à rien. Donc, enterrez-le là où vous voulez. Mais s'il est vivant, on peut discuter. Elle dit, perfect, toi encore vivant, c'est le sac de modérateur, il nous sert à quelque chose. On ne peut pas accepter qu'il aille chez les Énois, mais chez les Yanda. Les Mabarak, on va dire, mais c'est pas possible. Mais bon, si perfect est donc mort, on fait alors comment? Alors, on peut prendre perfect, on peut enterrer chez les boulots.
Parce qu'on ne discute pas les... Donc, quand on ne discute pas, on amène chez les boules. De ton village, on dit ça. Non, vraiment, pour leur dire de racheter. Allons-y, allez. Toujours est-il que j'ai un problème, moi, personnellement, avec cette histoire, avec le mot abandon. Oui. Comment on en est arrivé là? Je pense que ce soit sous le prisme de nos réalités traditionnelles bantoues ou sous le prisme du droit matrimonial, on dit que les conjoints ont un devoir d'assistance. Oui. Comment on en est arrivé au point où la dame est malade et on entend dire dans les témoignages que le mari l'a abandonnée au point où même l'enfant qu'ils ont eu tous les deux a pris position dans la cause de ceux qui disent que non, la mère avait été abandonnée. Ça me cause problème. Ce monsieur, s'il a vraiment fait, c'est inique, c'est cynique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comment il a pu faire ça? Le message qu'il a véhiculé maintenant aux gens, c'est en raison de ce qu'ils ont vu qu'ils font cette charge. Parce que non seulement il n'a pas doté, c'est déjà un problème en soi, Ouais. et on constate qu'il ne s'est pas élégamment, humainement bien comporté, ça fait un autre problème. Ça fait quand même beaucoup de problèmes qui légitiment finalement la position de la famille, de la femme. Pour dire que, ben écoute, ce monsieur, on ne veut pas, parce qu'il juge qu'en réalité, c'est-à-dire que quand je fais la psychanalyse de la situation, il juge que lui transmettre le corps de la défunte serait l'honorer, alors que lui, il n'a pas honoré la dame. Entre-temps, quand même, Alain Oui, Doxan, sans toutefois vous couper, il y a un détail important. Hein. Toi, tu l'as relevé, même si j'ai vu Blériot émettre des réserves, mais il va parler là tout à l'heure. N'oublions pas ces détails, c'est qu'ils sont mariés. Ils ont un acte de mariage. Et donc, le monsieur a tous les droits sur ce corps. Oui, ça c'est sur le plan du droit. Ouais. C'est son épouse. On n'y peut rien. S'ils avaient été légalistes autant qu'on voudrait, on n'aurait pas cette discussion sur ce plateau. Chacun comprendrait que, en dernier recours, force revient à ce que dispose l'État, à ce que dispose le droit, donnez-lui le corps de la dame et tout. Mais vous voyez qu'on est dans une situation de contestation, c'est-à-dire qu'on dit on va passer outre le droit parce qu'il y a quelque chose de vraiment grave, de vraiment outrageant d'après eux qui se soit passé. Très bien. Donc, mais je pense que finalement, il faut s'asseoir. J'ai souvent entendu parfois, je sais pas, des gens dire que parfois il est arrivé dans certaines situations du genre qu'on dote le corps. Ouais. Est-ce que c'est ça qui amènera à ce qu'on ait une situation d'apaisement? Est-ce qu'il faudrait maintenant symboliquement doter le corps? C'est arrivé que la belle famille fasse un petit chantage à ce niveau-là. Ah oui, justement, c'est de ça qu'il est question. On va doter le corps, entre guillemets. On peut donc accepter. Doter le corps ici, c'est quoi? C'est qu'il faut apporter à manger et à boire. Voilà, c'est un tout petit peu ça. Est-ce que c'est ce qui va pacifier les rapports les uns avec les autres? Je n'en sais rien, mais on pourrait leur proposer cela. Pierre Blériot, où est-ce que vous vous situez dans le cadre de cette dénonciation? Alors, parfait, pour avoir accompagné déjà beaucoup de personnes dans des querelles de ce genre, je me suis cultivé moi-même. De prime abord, on croit que le corps appartient d'office à l'un des conjoints. Non. Malheureusement, non. La priorité, je me suis retrouvé au moins dans 2 affaires, la priorité est souvent donnée aux enfants. C'est-à-dire que quand il y a dispute du corps, la priorité est donnée aux enfants. Parce que l'avocat me l'a dit comme ça, je ne comprenais pas. Le mariage s'éteint avec la mort ou le divorce. C'est-à-dire vous perdez une partie de vos droits lorsque l'autre est mort. On enterre de manière naturelle souvent les femmes chez leur mari parce que ça ne pose pas de problème. Maintenant, les enfants sont 3. Le procureur, ça se gère souvent. Bon, c'est un juge qui fait cette affaire. Il demande aux enfants là où ils souhaitent que leur maman soit enterrée. Et une fois que les 3 sont d'accord sur le même lieu d'enterrement, le mari est mis en minorité. Donc, du point de vue du droit, il sera mis, bon, les juristes vont parler, il sera mis en minorité. Mais le deuxième aspect, on attaque son acte de mariage, parce que je l'ai aussi fait.
savez pourquoi on attaque son acte de mariage? Non, pas par rapport à la dot. Il y a deux aspects de l'acte de mariage sur lesquels les gens ne font. Le mariage est public. Il n'est pas secret. Le mariage est public, d'où la publication des bancs. Vous ne pouvez pas vous marier avec des enfants et autres, et vos enfants ne savent pas où vous êtes mariés. C'est-à-dire qu'on est sorti le matin, on est allé. C'est-à-dire, même si vous êtes d'accord, vous deux, c'est pour cela qu'il y a une question qu'on pose souvent, qui s'oppose à ce mariage. Ça doit être public, et le public en question, ce sont vos familles. C'est pas un kidam qui passe, parce que tu ne peux pas être en train de te marier, un fou passer à Essos, il entend qui est contre, il entre dans la salle, il dit moi. Bon, on va lui demander sa qualité. Voilà. Donc, est-ce que la qualité a s'opposer? Voilà. Cet aspect-là du mariage fait déjà que les enfants puissent attaquer facilement l'acte de mariage. Donc, tous ceux qui vont là, ils appellent un officier, et vous verrez, en attaquant, il y a plein de vices qu'on va trouver dans cet acte de mariage. Alain Doug est secrétaire d'état civil, je l'appelle, on va au quartier et il signe. Alain Doug n'a pas qualité pour signer ça comme ça. Donc, à partir de là... L'officier d'état civil. Voilà. Il faut un officier d'état, vous l'avez dit. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui permettent déjà la non-publication des banques remet en cause ce mariage. On ne va même pas parler de d'autres. Maintenant, traditionnellement, tout le monde l'a dit, on n'enterre pas une femme qu'on n'a pas dotée. C'est pour cela que si vous voulez l'enterrer traditionnellement, vous êtes obligé de donner une dot symbolique avant de récupérer le corps. Le corps, chez nous en Afrique, est très important. Nous, on ne laisse pas les corps. D'ailleurs, chez nous, les bassins, on préfère mourir. C'est-à-dire que le corps d'un bassin, on ne le laisse pas, même s'il faut qu'il y ait 5 autres corps sur le corps là. Merci. Merci, Bill Blériot. Lisons les nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Bonjour le panel et bonjour au Paul Biya de la modération. Non. À propos de la dénonciation, c'est un problème de sorcellerie. À quoi va servir le cadavre d'une femme si ce n'est pour les choses de la nuit? La justice est supérieure à la tradition ou à la religion. Alors la justice doit trancher cette affaire. C'est Bruno depuis PK9. Ah, Bruno, vous dites quelque chose de très grave, hein? Que la justice est supérieure. Bon, c'est ce qu'il voit souvent. Elle peut être supérieure en journée, mais il y a même parfois même des vieux au village qui disent que bon, ça va, tu as gagné. Prends le corps. Prends le corps. Tu vas avec une malchance que tu vas appeler les pasteurs, après tu vas appeler les initiés pour venir arranger l'affaire là. Bonjour à vous en studio, ici Steve depuis Yaoundé et Kounou. Si les enfants de la défunte veulent que leur mère aille dans son village natal, y compris la fille de l'homme, le débat est clos. Respectez la décision des enfants car ils savent sur quoi ils se basent. Autre message ce jour, bonjour Espace Miné, particulièrement à Blériot. Kassongo n'est pas encore en finale de la Ligue Europa. La deuxième manche c'est ce soir. Oui, la deuxième manche c'est ce soir. Mais Andro Nana a gagné son score de 3-0. Vous pensez qu'il y aura remontada? Bon, moi je... Parfait, ici c'est ton frère Antoine Despadou, d'Oncolovan. Ah, bonjour. Ce sont les gars d'Oncolovan qui combattent Andro Nana. Bon, on vient de noter. Bonjour Antoine. Autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Alors, très rapidement. Nous avons un problème là avec notre messagerie. Hein. Allons d'abord au 213. Même comme nos amis de 213 sont souvent bizarres, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et à tout le plateau. Perfecto, c'est grave ici en Algérie et en Tunisie. On déporte des Camerounais et après on n'entend plus parler d'eux. Ah bon? Ouais, Des dizaines de disparitions tous les jours. Des rumeurs parlent d'un supposé trafic d'organes. Excusez-moi d'être hors sujet perfecto, mais le cas est grave et il faut interpeller nos ambassades ici au Maghreb et qui font preuve d'irresponsabilité et de méchanceté. Ça fait mal quand on est
On est dans des pays comme le Niger, le Tchad et le Mali on voit les pays comme le Niger, le Tchad et le Mali assister leurs compatriotes, les protègent et les défendent. Mais quand c'est notre tour de contacter notre ambassade, l'ambassade nous traite de bandits. On nous demande comment on a fait pour arriver au Maghreb. On nous insulte, nous humilie et on nous demande de reprendre le même chemin qu'on a pris pour entrer. Pourquoi tout ce qui est camerounais est méchant comme ça? Pour chuter perfecto, j'aimerais dire à Alain Douk et aux prêtres de bien se préparer, car je vais revenir avec des preuves en béton sur la deuxième partie pour prouver que leur Jésus est un personnage imaginaire, un personnage qui n'a jamais existé, très exactement comme le Père Noël. Jésus est un personnage fictif. Prépare-toi Alain Douk, car ça va aller très violemment. Tu es prévenu. Autre message, cette fois-ci c'est le 212, donc à côté, c'est le Maroc. Que dit le téléspectateur du côté du Maroc? Alors, bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le chromosome XY de la modération. Tonton, hier j'ai oublié de te dire qu'il fallait que tu sépares Alain Douk et Tot. Sinon, on risque de rebaptiser espace miné qui a déjà été baptisé espace masqué en espace boxé. Garde les yeux ouverts, tonton, s'il te plaît. Et sinon, Alain Douk, tu te maries quand même. On sait que maître des cérémonies de mariage, mais t'as pas de mariage à toi, viens quand? Tu ne peux pas être spectateur tout le temps. Hein? Voici la sagesse du jour. Ce n'est pas parce que la panthère a maigri que tu vas la considérer comme un chat. Signé ton téléspectateur préféré, le concepteur d'idées et agrégé du 212. Merci. Autre message très rapidement, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour Monsieur Parfait, ici il y a tout le riche panel. Cette situation demande une assise et que l'homme soit humble puisqu'il a fauté sur plusieurs points. Parfois l'humilité vient à bout de tout. L'homme doit négocier et non imposer puisque traditionnellement il n'a pas le droit d'exiger le corps. C'est Romuald Ongba qui envoie cette contribution. On va prendre peut-être deux dernières réactions. Bonjour à votre panel. Juste pour ajouter à ce que Blériot a dit, il doit ajouter aussi que même cette personne qui déporte le maire à domicile au hors du lieu où la mairie est située, il n'a pas terminé. Le mariage n'est pas valide. Voilà. Bonne émission à vous, c'est Jean Calvin depuis la ville de Douala, Cité Sic. Autre message ce jeudi matin, dans le cadre de jeudi sorcellerie, non, jeudi spiritualité, je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Bonjour, Parfait ici, le sac de modérateur, et Pierre Blériot-Niemek, le seul consultant de tous les temps, alias Casto. La problématique de ce jour nous ramène à un cas très sérieux. Premièrement, lorsque tu vis avec une femme pendant plus de 20 ans, la loi considère que c'est ta femme. Mais reste à savoir au niveau de cet acte de mariage et s'il y a eu publication de ban pour une éventuelle opposition. Sinon, c'est un acte qui n'est pas authentique. Deuxièmement, il n'y a pas d'autre comme la coutume le prévoit. Pour moi, le corps revient à la famille de la femme. Je suis Zélure depuis Belabo. Merci. Bonjour Parfait. Pardon. Lis au moins mon message aujourd'hui. Merci. Je l'ai fait. Merci. Je l'ai fait. Merci également. Une autre touche pause s'impose. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort.
Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Père-Monti, Prodige Hotel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, des salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hotel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hotel, votre bien-être, notre raison d'être. Cet événement citoyen, Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Betan Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Betan Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Méfiré Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouman. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Méféré en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Secret de la longévité. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogorkodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse dédiée à tous les amoureux de la littérature.
Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes jeudi, c'est jeudi spiritualité. Nous vous le disions en ouverture, ce matin nous marquons un arrêt important pour parler du christianisme avec une interrogation. Qui est à l'origine du christianisme? Plusieurs thèses s'affrontent et ce matin, nous allons essayer de poser ces débats sur la table afin que nul n'en ignore. Je commence par l'homme d'église, chrétien, convaincu et convaincant, qui est sur ce plateau, révérend Bayon. Ça va paraître bizarre, hein, mais je vais le faire. Définissons encore le christianisme. Lorsqu'on aura défini le christianisme, tu vas nous faire comprendre si effectivement il y a une guerre sur la paternité du christianisme. Bien, définissant le christianisme, c'est sur deux volets. Je vais d'abord parler du message. C'est une foi, c'est une croyance autour d'un personnage, Jésus-Christ, qui a vécu au 1er siècle et qui a formé des disciples. Avec la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il s'est formé, n'est-ce pas, une communauté qu'on a appelée des chrétiens. Et tout au cours de l'histoire, dès le 1er siècle, le mouvement chrétien s'est répandu un peu partout, en Asie, en Afrique, en Europe, et puis on a formé de grandes communautés, mais qui étaient ici dans l'informel, parce que le message du Christ n'était pas pour établir une religion, mais c'était pour transformer le cœur de l'homme. Jésus a prêché le royaume de Dieu, il n'essayait pas de venir poser sur la terre une forme de religion. Il n'essayait pas à tarder, pas du tout. Il adressait un message de Dieu à tous les hommes. Et les premiers disciples ont exactement fait la même chose. Ils n'ont pas essayé d'établir une forme de religion, d'institution religieuse. Mais nous voyons un peu plus tard, vers le 3e siècle, le christianisme s'institutionnaliser. Et avec, n'est-ce pas, des empereurs romains, parce qu'ils avaient vu dans le message chrétien. Vous savez, les hommes politiques sont des hommes de la récupération. Chaque fois qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui peut les intéresser, ils peuvent rapidement récupérer. Et ces politiciens ont récupéré et ont déclaré l'empire chrétien. C'est alors qu'on voit des grandes communautés chrétiennes parce que les gens se baptisaient par masse. On baptisait des gens par milliers et puis on les déclarait chrétiens. Pourtant, l'essence même du christianisme est avant tout spirituelle. C'est un message de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, avec le temps, n'est-ce pas, on a vu des grandes communautés, d'un côté les Coptes en Égypte, nous voyons, parce qu'il y a des discussions sur une forme de paternité du christianisme du côté égyptien. Non, tout simplement parce que le disciple qu'on a appelé Marc a formé une communauté du côté de l'Égypte et qui s'est fortement développée. Et nous voyons qu'Alexandrie devient un grand centre intellectuel dès le 2e siècle, où
où le christianisme se développe énormément. Nous avons également la percée du christianisme du côté de l'Éthiopie, par celui qu'on a appelé l'eunuque éthiopien qui fut évangélisé par Philippe, qui porte le christianisme de l'autre côté en Éthiopie. Pourquoi? Parce que l'Éthiopie avait déjà reçu des enseignements judaïques. Nous connaissons l'histoire de Salomon avec l'Éthiopienne, et nous connaissons même l'histoire de l'Afrique avec l'Évangile, avec le judaïsme. Nous connaissons, n'est-ce pas, l'épouse de Moïse qui était une Égyptienne. Donc, il y avait déjà des fragments de croyances judaïques, dont ils avaient la notion de ce qu'on appelait le Messia. Donc, ils savaient qu'en Israël viendrait un homme qu'on appelle le Messie, et du grec, n'est-ce pas, Christ. Et le Christ était donc attendu par ces communautés jusqu'en Afrique. On voit l'eunuque éthiopien quitter, n'est-ce pas, l'Éthiopie pour venir en Palestine, parce qu'il cherche à adorer, il attend lui aussi le Messie. Vous allez jeter. Donc c'est pour dire que, n'est-ce pas, le christianisme s'est répandu. Mais certains qui, je veux dire, pour moi, c'est des allégations gratuites qui sont sans fondement, sont parfois allés chercher dans le christianisme des origines beaucoup plus antérieures à Christ, qui est son, on peut dire, son fondateur ou bien son inspirateur. Et ce que je dis ici, c'est vraiment faux. Parce que je ne peux pas dire... Le christianisme naît donc avec Jésus, c'est ça? Oui, tout à fait. Le christianisme, c'est une doctrine où nous croyons en Jésus-Christ. Tout à fait. Pour faire simple, c'est cela. Donc, selon vous, la paternité du christianisme, c'est un faux débat? Tout simplement parce que la discussion théologique autour de l'origine du christianisme naît du fait que le Christ n'a pas essayé d'institutionnaliser une religion. Lui, c'était une affaire, les gens devaient s'aimer entre eux. Oui, je peux dire, les gens devaient naître de nouveau, ils devaient retourner à Dieu. Il était un message de Dieu, un message d'amour de Dieu à toute l'humanité. Il n'a pas normalisé la chose. Il n'a pas normalisé la chose. Et de l'autre côté, après lui, se forme, n'est-ce pas, une institutionnalisation qui parfois viole les véritables recommandations de celui sur qui ils disent s'inspirer. C'est ça la discussion théologique qu'il y a derrière. Merci révérend Bayon. On passe la parole à Toth, je rappelle, qui est égyptologue. Alors, Toth, y a-t-il un véritable débat sur l'origine du christianisme? Qui en est le fondateur? Déjà, l'expression Christ ne devrait pas être employée ici, parce que quand on parle de christianisme, ça ne doit pas concerner Jésus. D'autant plus qu'en hébreu ou en araméen, il n'y a aucune expression hébreu ou araméenne qui explique l'expression Christ. D'abord, c'est une expression qui ne s'y trouve pas. Ce que les hébreux et les araméens connaissent, c'est Messiah, c'est-à-dire loin, le Messie. Donc on devrait plutôt parler du messianisme ou du jésuisme. Parce que l'expression Christ, non seulement est étrangère au hébreu et à l'araméen, mais en même temps en grec. Parce que le grec, si on demande à un grec que signifie Christ, il va vous remonter les affaires à l'Égypte antique. Parce que l'expression Christ vient de Kéris Echeta. Vous avez ici la stèle du prêtre d'Osiris Iker Nofret, qui peut, je ne sais pas si on peut zoomer sur cette stèle. Cette stèle et ce prêtre d'Osiris a existé autour de... Apparemment, ce n'est pas très clair. Donnez-moi donnez-moi le document. Il existait autour de 1800 avant l'ère actuelle. Oui. Il existait autour de 1800 avant l'ère actuelle. Et sur cette stèle, là où j'ai marqué, là où c'est marqué là, il est écrit Djeba N.I. Nedjer N.K.O.F. Excusez-moi si je peux le lire ici. Oui. Djeba N.I. Nedjer M.K.O.F. M.I.A.T.I. Net Heri Secheta Irit.I. Netsema. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai habillé le corps de la divinité en tant que celui qui s'occupe de ce type de mystère et en tant que gardien des mystères.
Parce que Keri Séché, ça signifie gardien des mystères. Celui qui veille sur les secrets de l'initiation. Ça veut dire qu'un Bombok est un gardien des mystères. Un Zomlo est un gardien des mystères. Un Asuzok est un gardien des mystères. Un Nomgi est un gardien des mystères. Donc un initié, mais ce sont des titres, des grades dans l'initiation. Parce que le grade le plus élevé dans les écoles initiatiques de l'Égypte pharaonique, c'était le Hemnedjer Tepi Imen. C'est-à-dire celui qui voue le culte à la divinité suprême, qui est Amon-Ra. Donc, le Keri Secheta est un grade transitoire. Un peu comme dans la prêtrise actuelle, on dit prêtre, évêque, archevêque, nonce, etc. etc. Donc, c'était des grades d'initiation. Donc, l'expression Christ se retrouve dans le grec via les étudiants grecs en Égypte tels que les Pythagore, Platon, Aristote et tous ces gens. Donc, il y a plusieurs expressions d'ailleurs égyptiennes qui se retrouvent dans, comme Horos, qui est devenu horoscope. Le Horos là, c'est Horus, qui signifie horoscope, signifie le parcours du soleil dans les divers compartiments des étoiles dans le ciel. C'est ça qui a donné le zodiaque, horoscope. Donc, il y a plein d'expressions égyptiennes comme Ouzia, qui signifie Hu et Sia, qui sont donc la parole créatrice et Sia, c'est-à-dire l'intuition primitive, l'intuition divine, à base de quels deux principes la divinité a créé le monde. Donc, l'expression Christos n'est pas d'origine grecque. De même que l'expression horoscope n'est pas d'origine grecque, de même que l'expression Ouzia n'est pas d'origine grecque. Il y a plusieurs mots comme ça qu'on peut retrouver. Pour démontrer quoi, finalement? Pour démontrer déjà... Insister que l'expression Christ n'est ni de l'hébreu, ni des araméens. Voilà. Vous pouvez démontrer pour quoi? Pour démontrer simplement que l'expression qu'on utilise ici, christianisme, pour désigner quelque chose qui serait né via Jésus, est inapproprié. On devrait dire le jésuisme ou le messianisme, c'est-à-dire que si c'était un hébreu ou un araméen, il faut qu'on emploie les expressions appropriées. Soit on utilise le nom de l'individu lui-même, Jésus, soit on utilise l'expression Messie, qui est utilisée en araméen ou en hébreu. Là, on évolue. On va directement à la problématique posée de ce matin. Voilà. Deuxièmement, l'individu, d'abord le nom Yehoshua, c'est un nom commun à l'Antiquité tardive chez les Hébreux. Donc il y avait d'ailleurs Yehoshua qui signifie celui qui sauve. Ça signifie la même chose que Joseph. Joseph c'est toujours Yehoshua. Il faut que les gens le sachent. Joseph et Jésus se disent de la même manière, Yehoshua. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont varié. C'est devenu Jésus, Jesus, et de l'autre côté Joseph. Là, vraiment que ces gars nous donnent des explications là-dessus. Donc, déjà l'individu qu'on dépend dans la Bible, comme ayant été prophétisé en amont, né de la Vierge par le biais du Saint-Esprit, et puis crucifié, mort, ressuscité et crucifié, né Jésus de Nazareth, la ville même de Nazareth et tout ça, nous constatons d'abord que l'individu est un personnage fictif. Si on s'en tient à la... Oui, bien évidemment, il n'a... Le Jésus n'a jamais existé. Il y a eu des Yoshua. Il y a des... Comme il y a les Abena. Voilà. Comme il y a les Abena, les Onana, les Kamdem partout, il y a eu les Yehoshua chez les Hébreux, les gens qui s'appelaient Yehoshua. Mais le personnage qui est dépeint dans les évangiles n'est pas un personnage historique. Il n'a jamais existé. Il n'a jamais existé, ce personnage. C'est une fabrication. Bien évidemment. Premièrement, le premier argument, c'est la généalogie. Et dernièrement, je l'ai énoncé ici. J'ai dit, Jésus n'est pas de la généalogie de David. Et même Marie n'est pas de la généalogie de David, parce qu'il n'y a aucun évangile qui le dit. Nous avons deux évangiles. Nous avons l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc qui nous donnent les généalogies. Et dans aucune des généalogies, on établit la filiation entre Jésus et David. Attends d'abord. Aucune. Révérend, vous êtes d'accord avec ce que tu as dit? Je pense que Tot est... Et il y a la Bible ici, hein. Il y a la Bible là, qu'on peut lire. On lit là. On peut lire ces deux généalogies devant tout le monde. 50 fois, 100 fois, 1000 fois. Oui. Donc, c'est juste pour dire que le docteur Tot, je respecte beaucoup, hein, est peut-être très brillant en égyptologie, mais pas en Bible. Vous n'êtes pas bibliste. Et vous dites des propos contradictoires. Première chose, c'est que quand venons sur ce sur quoi vous avez chuté tout à l'heure, je veux attirer votre attention que la Bible donne clairement la généalogie de Jésus-Christ.
quand on donne généalogie, parce qu'on veut rattacher un personnage à un certain nombre de personnages. C'est pour ça, la raison fondamentale pour laquelle on donne la généalogie dans la Bible, c'est pour montrer que Jésus est justement rattaché à. Vous venez contester quelque chose que vous ne comprenez pas. Et j'aimerais vous dire, je veux vous dire, vous pouvez passer mon instrument de travail. Voilà. Ma Bible, je la lis chaque jour que Dieu crée. Donc c'est pour dire que, n'est-ce pas, Marie et Jésus, Marie et Joseph sont tous les deux Il dit qu'ils ne sont pas des David. descendants de David. J'ai dit Marie. Vous pouvez avoir une épouse qui est à 3 ou 4 générations, n'est-ce pas? Vous avez un même ancêtre. Mais à un moment, il y a une séparation. Et c'était ça le cas de Joseph et de Marie. Non, mais ça, c'est votre raisonnement. C'est pas Non, ce ce que dit n'est la pas Bible. un raisonnement, c'est Voici, la biblique. généalogie, c'est clair ici. Non. Elle est devant les yeux de tout le monde. Nous ne sommes pas venus pour des raisons... Tom a déjà ouvert sa Bible. Voilà, nous sommes à Matthieu. Oui. On peut quitter Matthieu, on va à Luc. On va constater que de David à Jésus, celui qui est rattaché à David, c'est Joseph. Et Joseph n'est pas le père de Jésus. Et nulle part, nulle part, on nous montre la généalogie de Marie. C'est-à-dire que si la Bible, si nous entrons dans les constructions mentales, puisque les gens qui parlaient de Jésus se réfèrent à la Bible essentiellement. Et donc, si vous voulez sortir de la Bible pour établir des raisonnements personnels, ça n'a plus aucune valeur. Votre argument... C'est compris, hein? On vous a compris que ce Non, soit toi, que ce soit le révérend. votre argument, ma question simplement, je lui posais une petite question. La parole aux autres panélistes. Non, juste une petite question. Si il est d'accord qu'il a rattaché la généalogie de Joseph à David, avez-vous cherché la généalogie de Marie? Bien sûr, je l'ai cherchée. Elle n'est nulle part ici. Non. On a parlé du si père de Marie. Ça veut dire qu'il y a une généalogie. S'il vous plaît, on a parlé du père de Marie. Puisque les généalogies sont claires dans la Bible. Les deux évangiles qui parlent de généalogie, il y a Matthieu et Luc. Et tout le monde parle dans sa Bible, elle va vérifier ma question est de savoir, que Jésus n'est pas de la lignée de David. Écoutez, ma question est de savoir si vous avez en main la généalogie de Jésus. C'est compris. Marie existant, avez-vous sa généalogie? On vous a compris. Pour comparer. On vous a compris. On a compris la thèse de Todd. On a compris également que le révérend n'est pas d'accord. Maintenant, comme le débat n'est pas entre Todd et le révérend, il y a également Alain Doc et Blériot qui sont là, qui vous ont écouté avec grande attention, qui vont également argumenter. Alain Doc, la problématique principale, hein, c'est qui est à l'origine du christianisme. Mais maintenant, à côté de ce christianisme, on voit qu'on peut développer d'autres thèses. Y a-t-il un problème sur le christianisme? Ça dépend de l'angle sur lequel on se trouve. Je sais qu'à peine je vais prendre la parole, on ne va pas me dire que je chute. On a déjà passé un quart d'heure, je sais que c'est... Vous me faites des procès d'intention. Je ne sais pas, allons-y. Vous voulez dire que je suis partial? Non, je dis que ça peut arriver. C'est-à-dire que tu te laisses entraîner au début et puis tu veux rattraper par la suite. Et même si j'étais à ta place, je viens de te défendre, voilà. Il faut qu'on te laisse parler. Voilà. Maintenant, tu me lapides. Vous savez, il est communément admis dans l'histoire qu'il y a eu un certain nombre d'empires hégémons. On a eu quelque chose comme 2000 ans avant le Christ. Ce qui est intéressant, c'est qu'il date toujours à partir d'un personnage qu'ils disent n'avoir pas existé. J'aime trop ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas existé, mais là maintenant dans le calendrier, eux-mêmes ils datent, et parfois ils en réfèrent aux personnages fictifs. J'aime trop ça. Bien, il y a eu l'Égypte. Après, nous avons eu quelque part une certaine Babylone. Puis, on a eu les Mèdes et les Perses. Puis, on a eu les Grecs. Puis, on a eu les Romains. Et chaque époque hégémonique était marquée par une tentative d'influence sur le plan culturel et cultuel. Alors, lorsque nous sommes déjà à quelque chose comme 168 avant le Christ, c'est la période où débute l'hégémonie romaine sur le plan politique et militaire. Et cela va s'étendre comme ça jusqu'à 475 de l'ère courante. C'est une période où la bande de terre, où est né le personnage dont nous discutons ce matin, est sous influence romaine. Donc, et vous savez, il y a un fort héritage et un lien intrinsèque entre les cultures grecques et romaines. Parce que les Romains ont fait beaucoup d'emprunts sur le plan culturel et culturel aux Romains. Ça ne se discute pas entre intellectuels qui se respectent.
On ne discute pas des évidences. Alors, le Nouveau Testament, donc, ce témoignage apporté au sujet de cette personne, de ce personnage, par ceux qui ont eu un contact physique avec lui, ou alors ceux qui, sur le plan de la spiritualité et de la prédication, sont les fils ou les petits-fils de ceux qui ont eu ce contact avec lui, ils ont donc documenté un certain nombre de choses, de témoignages sur le personnage en question, et ça a été fait à l'époque en une langue, le grec koiné, le grec commun. Alors, je suis surpris sur ce plateau que quelqu'un ne maîtrise pas les rouages d'une langue, mais il veut se prononcer mordicus là-dessus. Dans toutes les langues, on sait que vous pouvez utiliser un mot, et on trouve son équivalent dans une autre langue. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est les faits. Personne ne va venir discuter là-dessus, c'est un truisme. Alors, le mot qui a permis en grec koiné d'obtenir Christ en français, vous savez que le plus clair des mots en français, bref, dans les langues qu'on dit, la langue latine, dont toutes les langues, même les langues anglo-saxonnes, vous le savez, trouvent leur racine où le français, l'anglais, toutes les langues latines, dans le grec et le latin. Oui. Donc, c'est en fait aussi, les érudits ne discutent pas de ça. Il y a des trucs qu'on ne discute pas entre savants. On ne discute pas de ça. Alors, Christ vient de Christos, du grec Christos. Christos. Alors, c'est un titre. C'est pas le nom de quelqu'un. Pas le nom, c'est le titre. Alors, est-ce que le grec koiné, c'est l'araméen? Que non. C'est un synonyme pour la langue en question. Parce que dans la langue, évidemment, l'équivalent de Christos, qui veut dire oint, c'est Mashiach ou Meshach. Prononcé comme vous. Je ne voulais pas entrer dans le ton des paroles des gens tout à l'heure. Je sais que chacun est son temps, non? Oui, mais il évolue, mais voilà. je peux secouer la tête. Jésus, on revient encore au grec. Pourquoi on a Jésus? Bah, le nom en araméen, c'est Yehoshua. Il a raison, c'est un nom tout à fait commun là-bas. Osée, Josué, etc. C'est ça, c'est la même racine, en réalité. C'est un nom que les gens ont eu avant le Christ et après lui. Il faut le comprendre. Mais il n'y a qu'un seul qui a marqué significativement l'histoire du monde, au point où, 2000 ans, 2025 ans après, on est encore en train de parler de lui, et c'est l'homme, d'après l'histoire, le plus populaire de l'histoire de l'humanité. Vous n'y pouvez rien, ça aussi c'est un fait. Bien. Alors, est-ce que c'est un personnage fictif? D'où vient le christianisme? De son vivant, lui n'a pas cherché à créer une religion systématisée, structurée, centralisée, politisée, etc. Lui, il avait un message et il le partageait. Il voulait que l'homme renoue avec Dieu, que l'homme soit transformé. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on appelait Église? L'Église n'était pas structurée, systématisée, politisée, comme on le voit aujourd'hui. On a dans la Bible le témoignage que ce qu'on appelait Église, ben, c'est les hommes. Déjà, même depuis l'araméen, quand on parle le mot tchal aujourd'hui, par exemple, c'est la même racine pour dire assemblée, armée, etc. Donc, lorsqu'on parle en réalité d'église, il s'agit de la communauté des hommes, qu'ils soient n'importe où, même si c'est sous l'art impalable, n'importe où dans le monde, tant qu'il y a des hommes, il y a l'église. Et l'église, c'était quoi? Ben, c'était des petites communautés qui se retrouvaient dans les domiciles des gens. Alors, on en arrive à un point où, à Antioche, dans Acte 15, les gens, par rapport au message, et ceux qui étaient les porteurs du message portant sur l'homme historique, j'insiste, en question, ils vont commencer à identifier ses suiveurs comme étant des petits lui-même. Donc voilà des petits Jésus. Ils agissent comme le Christ, comme le Yoshua, le loin que nous avons eu ici, le prophète pour certains. Et on les appelle donc Christanos. Christanos. Pour se moquer d'eux. Non, pas forcément, pour dire que ils essaient d'être à l'image de leur maître. Des petits Jésus. Des petits. Merci, parfait. Voilà des petits Jésus. Christanos. Donc, c'est de là donc que vient je veux dire quoi, christianisme. Parce que tu sais que je me suis démarqué la dernière fois, j'ai dit, moi, je suis de la chrétienté. Le T là, à la fin de ce substantif, je le comprends comme étant un état
un état mental, des dispositions qui font qu'on se comporte d'une certaine façon, comme le maître lui-même s'est comporté. Les ismes, j'ai un problème avec les ismes, c'est des idéologies. Et le isme là qu'il y a dans le christianisme, ça vient d'une idéologie impériale. On n'a pas le temps, j'allais maintenant expliquer comment ça s'est passé à Rome. Toi, tu n'as pas toujours le temps. Pour qu'on ait le christianisme. Toi, tu n'as pas toujours le temps. On ne va pas te donner toutes les On ne va pas te donner toute une journée quand même, Alain Ndou. Apprends à synthétiser. Voilà. Alors, Pierre Bleriot-Niemek, c'est vrai que pour parler de l'origine du christianisme, il faut justement d'abord que nous entendions sur cette affaire de Christ, et je vois vraiment que le débat est houleux, mais je voudrais qu'on puisse évoluer. Mais je vous donne la parole, si vous pensez qu'on peut quand même encore disserter sur cette affaire de Christ, et surtout, il y a un autre débat, j'ai peur qu'on embrasse tous ces débats, parce que c'est un gros débat encore. Beaucoup qui pensent même que Jésus est un personnage fictif. Ok. Si cela était vrai, mais nous sommes dans l'entourloupe. Oui, si c'était vrai. Alors, Alain Ndouka a dit entre eux savants, il faut pas. Il faut se respecter. Il faut se respecter. Évidemment, entre les chercheurs, il faut se respecter. Quand j'ai vieilli un peu, je suis retourné à l'école doctorale. J'avais pour camarade Tot. Ah bon? Qui est assis là. On a été camarades en 4e et en 5e année de philosophie. Il a choisi de faire métaphysique. Il a choisi en même temps de faire égyptologie. Ça veut dire qu'il fait des recherches. Nous avons tous fait des bribes de cours d'égyptologie. Je ne peux pas aujourd'hui discuter égyptologie avec lui. Mais Todd n'a pas fait l'exégèse. Il ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'exégèse. On lui a demandé s'il connaissait la généalogie de Marie. Il a dit qu'il n'y avait que la généalogie de Joseph. Non. Dans la Bible, la généalogie de Marie est donnée de deux façons. La première façon dans laquelle on entend parler de la généalogie de Marie, c'est un ange. L'ange qui dit, fille de David. Qui dit la généalogie de Marie. C'est l'ange qui le dit. On va lire le texte. C'est en Luc. Alors, l'ange est apparu par deux fois. Il est d'abord apparu à la cousine de Marie, qui s'appelle Élisabeth, qui est la femme de Zacharie, qui a donné naissance à Jean-Baptiste. Zacharie a... Non, il est apparu à Zacharie. Zacharie a nié. Et l'ange lui a dit, pour signe, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. 6 mois après, parce qu'il faut savoir que Jésus et Jean-Baptiste ont un écart de conception de 6 mois. 6 mois après, le même ange est venu apparaître à la cousine d'Élisabeth. Et il lui parle. Et il dit à Marie qu'un enfant va naître de toi. Et il va prendre le trône de David, son père. Il naîtra de toi et il prendra le trône de David, son père. Parce que Marie est fille de David. Ça, il faut... Luc chapitre 1, il faut lire. L'exégèse. Maintenant, la deuxième façon. Parce qu'il faut savoir que dans l'exégèse biblique, Marie est la deuxième épouse de Joseph. C'est-à-dire, il faut le savoir. Que Joseph a été marié, il a eu des enfants, il a vieilli, il est de loin plus âgé que Marie. Tout à fait. On dit qu'il était veuf. Il est veuf. Et c'est dans sa famille. Parce que en Israël, là c'est de l'exégèse. On n'allait pas chercher la femme de ailleurs. Le mariage était endogamique. Mais la seule différence, c'était que vous ne deviez pas être parents directs. Donc il faut d'abord qu'il évacue cela. Marie, en dehors de Joseph, est descendante de David dans la Bible. Non, le principe du débat, c'est que si tu parles de la Bible, tu ne peux pas prendre une partie. Est-ce que ce que je dis est écrit dans la Bible? On lit. Oui. Donc, ce que je refuse, c'est la mauvaise foi. Je prends un verset qui me plaît. Tu as retrouvé la généalogie de Joseph dans la Bible. Elle t'a convaincu. Dès que tu retrouves celle de Marie, elle ne te convainc plus. Donc, on ne peut pas être là sur cette forme de débat. Si on est d'accord, c'est écrit. On évolue. Deuxième, ça c'est la première chose. Jésus est donc fils de David à travers Marie. Deuxième élément. Jésus serait un personnage fictif.
parce que le mot Christ n'existerait pas en araméen. Encore moins en hébreu. Comment vous dites Christ chez vous, les petits? On va dire ouin, tu vois, ouin. Vous dites comment? Vous dites Christos. Christos. Voilà. Le mot philosophie, parce qu'il ne faut pas que les égyptologues fassent ce que nous reprochons aux Grecs. Quand on enseigne la philosophie aux enfants, on leur dit qu'elle vient du grec Sophia, n'est-ce pas? Mais le mot Sophia vient lui-même de l'égyptien, Seba. Vous voyez? Et les Grecs ont forcé, à partir de Seba, chez les Égyptiens, ils se sont donné Sophia. On ne va plus dire que le mot Sophia n'existe pas en grec. De toutes les façons, je sais qu'il a fait aussi linguistique, parce que moi j'ai fait linguistique des langues africaines. Lorsque deux langues se côtoient, les mots vont traverser une langue pour entrer dans l'autre. Et déjà qu'il y a toute une étude avant qui démontre les revachutés. Donc je suis en train de montrer que les Grecs ont adopté le mot Christ, qui n'était pas à l'origine un mot grec, et ils l'ont appliqué aux personnes. C'est un mot d'emprunt. C'est un mot d'emprunt. Ils l'ont appliqué au Christ Jésus, qui a donc effectivement existé, et autour duquel une idéologie est née. Le christianisme. Une idéologie est née, voilà. Merci Blériot. Lisons déjà les nombreuses contributions des téléspectateurs. Je suis bousculé. Ils pensent que je ne veux pas leur donner la parole. On lit quelques-uns. Bonjour parfait. Alain Douk est vraiment transfiguré. Son développement est très à propos. Merci, bonne émission. C'est Simon-Pierre Onana, Madame Barkona, qui envoie le message. Merci à Mme Barkwana. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour au panel, bonjour au King Okon du Tapé Sec, Blériot Niemek, dont je suis un grand fan. Bonjour au Français Alain Douk. Je suis très ravi de savoir que vous allez lire mon tout premier message. Alors, pour ce programme du jeudi, j'aurais aimé en apprendre plus sur nos propres cultures ancestrales africaines. Pour moi, la Bible nous rapproche les uns les autres, mais nous éloigne de nos valeurs, nos coutumes et de notre histoire. Merci à vous, je suis toujours très à l'écoute. Pierre Blériot-Niemek, merci pour le conseil. Il faut aider les gens chez eux. Oui. On peut lui répondre? Oui, réponds. Peut-être que ça nous donnera dans le cadre de Jeudi Spiritualité de traiter de l'africanité de la foi chrétienne et des personnages bibliques. Ça manque, parce qu'il y a tout un gros mensonge que les gens sont en train de faire là-dessus pour séparer finalement l'Afrique d'une foi même qui est africaine à la base. On va maintenant au plus 7. Il s'agit de quel pays là? Je retrouve rapidement le pays. La Chine. Blériot me souffle à côté qu'il s'agit de la Chine. Non, Blériot, il s'agit de la Russie. La Russie. De la Russie. Alors bonjour à vous, belle thématique. J'ai comme impression que les gens aiment remettre en cause la nature du christianisme qui, sur ce plateau, peut dire avec précision qui a crié les Égyptiens. Lorsqu'on vous dit que Magellan a fait le tour du monde et qui était là pour vérifier son parcours, était-il seul? Tout ceci, c'est pour dire que nous pouvons tous remettre en cause. Bon, c'est vrai, toi, tu nous as pas aidé. Il n'était pas venu pour nous aider. Autre message. Alors, il est long. Demandez à votre clergé qui essaye tant bien que mal de justifier le lien qui existe entre leur personnage messianique fictif et le christianisme. Décidément, certains insistent sur cette affaire de Jésus fictif. Car Christ veut dire oindre l'huile, de donner le lieu exact du tombeau de Jésus. Je tiens en passant à rappeler qu'il existe près de 6 tombes de ce Jésus, dont 3 en Israël, avec le tombeau du jardin, tombeau de Talpiot, celui de Golgotha, calvaire au siège de Crâne, précisément à l'église Saint-Sépulcre, tombeau également trouvé en France, en Rennes-le-Château, au Japon, village Shingo, en Inde, sauf que l'archéologie n'a rien trouvé dans ces tombes, sauf dans le tombeau de Talpiot, où il y a le tombeau de Talpiot, où l'on a trouvé 10 cercueils dans 2 sites, Talpiot A et Talpiot B, à l'intérieur desquels on aurait trouvé dans des ossuaires tombes au cercueil contenant des ossements, les ossements des enfants et frères de Jésus, à savoir Jacques,
Yaakov, frère de Jésus, Talpiot A, et fils de Joseph, Yosef, Judas, fils de Jésus, Marie Aménée, Marie-Madeleine, épouse de Jésus, Talpiot B, car d'après les tests d'ADN, ils n'ont aucun lien biologique. Mathiyahu, Matthieu égale don de Dieu, au Japon également, dans un village appelé Shingo, où il serait arrivé même par 2 fois par bateau et aurait même changé de nom pour s'appeler Daitenko Taro. Il serait venu pour la 2e fois s'installer, marié avec des enfants, 3 filles, est mort à l'âge de 106 ans. Ce qui remet en cause la résurrection de Jésus, puisqu'il n'a jamais été ressuscité et ne serait pas celui auquel fait allusion la Bible. Oui, il y a beaucoup... Que ce soit Alain Douk, que ce soit le pasteur, que ce soit Blériot, on estime que vous êtes à côté de la plaque. Bon, je réponds... Avant mon développement, je réponds d'abord que la chronologie dit que avant Jésus, après Jésus, c'est Julien le Petit, un Romain, au 4e siècle, qui décide de la date, c'est-à-dire 4 siècles plus tard. Ce qui est très ridicule. Donc quand aujourd'hui on dit avant Jésus, c'est Julien le Petit, tout le monde peut faire la recherche. C'est lui qui dit qu'il serait mort ou serait né à telle période. Et ça, c'est la première chose, parce qu'il a parlé de chronologie. La deuxième chose, c'est que si un fantôme sort en route là et commence à parler à quelqu'un, la personne entend les voix, que ta mère est fille de Zarathustra, un fantôme. Donc les gens préfèrent croire aux histoires de fantômes que de croire à une généalogie retracée par un hébreu lui-même. C'est-à-dire Matthieu le hébreu et Luc le hébreu nous donnent les généalogies. C'est-à-dire que pour connaître ma généalogie, il faut arriver dans mon village. On va te dire Abonné et Luna, fils de Ede. Fils de Ede. C'est pas le fantôme. C'est un raisonnement spécifique. C'est pas le fantôme qui va venir nous dire qui a la réalité. Non, est-ce que vous avez lu l'évangile de Luc? Bon, l'ange c'est le fantôme. Non, est-ce que Luc... Non. Je voudrais pas faire, si tu permets. Non, mais là, toi tu vas revoir, t'inquiète. Je te permets de relancer. Luc, qui est médecin, n'est pas là quand Marie tombe enceinte, parce que Luc est supposé être apôtre de Jésus. Il rapporte des choses auxquelles Luc n'a pas assisté. Donc Luc n'est pas là et puis l'ange vient dire. Alors, Luc donc qui te donne la généalogie de Jésus, d'où lui vient l'idée qu'avant la naissance de Jésus, il y a une visite entre un ange et Marie. D'où lui vient cette idée? Toi, tu reprends la parole. Oui. Je reprends donc la parole en disant qu'il y a une généalogie de Luc. Donc, Luc s'appuie sur ce qu'il a entendu. Et forcément, ce qu'il a entendu n'est pas forcément vrai. On connaît les distorsions de la vérité via l'opinion. Mais au moins, celui qui est supposé avoir été disciple encore qui ne l'aime même pas. Celui qui est supposé avoir été disciple de Jésus, de ce personnage qu'on appelle Jésus, de son vivant, c'est Matthieu. Donc Luc n'a pas été disciple de Jésus? Non, je dis Matthieu, c'est de Matthieu. Non, Matthieu ne compte même pas Matthieu, parce qu'effectivement, le malheur que tu as, c'est que Matthieu n'a pas fait d'études. Je suis en train de dire... Matthieu était... Non, pas... Le savant... Le savant dans le groupe, là, c'est... Est-ce que je peux développer? Le savant, c'est... Le savant ne peut donc pas être celui qui se base sur les opinions. Non, c'est le savant. Le savant doit se rapprocher du village de Jésus pour se renseigner. C'est pas que j'ai entendu. Donc, permettons ça de parler. J'étais en train de est-ce que je peux développer? Pour l'instant, Todd vous a suivi. Permettez aussi à Todd d'argumenter. Allez-y, Todd. Donc, comme j'étais en train de dire, la généalogie doit être dite par les ascendants ou par les gens qui ont des liens de filiation. C'est pas que je suis arrivé à Mokolo, on m'a dit que Todd, le père de Todd s'appelle tel. Non. C'est les gens de chez moi qui doivent te dire le nom de mon père. Et où est même sa tombe. Donc déjà, il y a ce problème de généalogie. Et si il n'est pas de la lignée, et si Jésus n'est pas de la lignée, oh là là, si Jésus n'est pas de la lignée de David, ça veut dire qu'il n'est pas le sauveur. Et s'il est de la lignée de David? Mais il est de la lignée de David. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Là, c'est irréfutable. Écoute dans la généalogie de Marie. Dans le préambule de Luc chapitre 1. Écoute. Si c'est Luc n'est pas possible, Luc n'était pas là. Mais qu'on lise. Parle-nous de Matthieu.
Luc n'était pas où? Luc n'était pas là. Il parle des choses qui ne sont pas où Luc n'était pas. Attendez. Tu parles de quoi? Je dis Luc n'était pas là pendant les événements qu'on raconte dans les événements. Et Matthieu était là. Matthieu était disciple. D'après, tu comprends. Mais là, tu ne sais même pas ce de quoi tu parles. Oh là là, oh là là. Luc est disciple de Jésus. A posteriori, non, il n'est pas celui qui est dont la belle-mère est malade et Jésus vient. Mais il n'a pas lu la Bible. L'introduction de l'évangile de Luc. Il dit, je me suis renseigné de ce que je raconte. C'est-à-dire que lui-même, je te dis que Luc, sa belle-mère est malade d'une fièvre. Jésus vient prier pour sa belle. Est-ce que tu as lu la Bible? Non, mais si tu n'as pas lu la Bible, vous n'avez pas permis à toi d'aller au bout de ça. Non, toi, ce que je suis en train de dire. Attendez d'abord. Est-ce qu'il a lu la Bible? Nous nous calmons d'abord. Oui. C'est un débat. Oui. Et je vous dis, ce débat est très suivi par les nombreux téléspectateurs à travers le monde. Lorsqu'une personne prend la parole, supportez, même si vous étouffez, que la personne puisse terminer et vous prenez mais la personne dit que Luc n'était pas apôtre de Jésus, non on cause encore quoi de la Bible. Et la personne veut donc démontrer le que Luc n'était pas apôtre. Permettez qu'il parle. Alors donc, voilà, demande-nous comment la parole en 1 minute et demie et on passera la parole au référent pasteur. Voici le début des prologues. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce qu'ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de tout, depuis les origines dans l'écrit, pour toi, l'exposé suivi. Excellent Théophile, que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Ça veut dire que Luc n'est pas là quand les événements se déroulent. Voilà le prologue. Donc, j'avance maintenant en disant que la généalogie qui serait la plus crédible, c'est la généalogie d'un disciple qui est reconnu comme disciple au moment où Jésus vit. Et c'est quel disciple? Matthieu. D'accord. Donc Matthieu. Donc, si la généalogie de Matthieu nous montre effectivement que Jésus n'est pas le fils de Joseph, effectivement, Jésus n'est pas le sauveur. C'est compris. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la tombe de Jésus est découverte au 4e siècle par l'impératrice d'Hélène. 4 siècles plus tard, une grande figure emblématique qui meurt. On n'y a pas de pèlerinage autour de sa tombe, il faut attendre 4 siècles. La ville Golgotha n'existe pas au 1er siècle. La ville Nazareth n'a jamais été une ville. La ville Nazareth n'existe pas au 1er siècle. Donc toutes ces villes-là sont créées a posteriori. Troisième argument, les évangiles sont écrits a posteriori et l'évangile le plus ancien enseignement écrit, c'est l'évangile de Marc. Nous sommes ici. L'an 125, date estimée de la rédaction. S'il vous plaît, regardez l'attitude des gens sur le panel. C'est le premier qui le compose. Date estimée de la rédaction du papyrus 52 de la librairie John Rylands à Manchester, en Angleterre, et donc affirme qu'il contient l'évangile de Jean. En fait, le manuscrit contient environ 13 mots, dont certains incomplets. Rappelons aussi que certains passages de Matthieu, les béatitudes, se trouvent dans un manuscrit de Qumran, écrit 125 ans avant Jésus. Donc, nous sommes en l'an 125, la rédaction de l'évangile de Jean. Et maintenant, l'évangile, ils disent que le plus ancien, c'est l'évangile de quoi? De Marc. On va donc voir la rédaction de l'évangile de Marc. Déjà en l'an 165, c'est la rédaction de l'évangile. Vous m'avez coupé, c'est pour ça que ça allait d'être long. L'évangile de Matthieu, c'est en l'an 165. En l'an 180, le nom de Jésus est ajouté à celui de Christ. Auparavant, il aurait été jugé ridicule de donner un nom propre à un personnage imaginaire. Vers l'an 180, rédaction définitive de l'évangile dit de Luc, déclaré disciple de Pierre et de Paul. Vers l'an 170, rédaction de l'évangile de Marc. Là, vers l'an 170. Très bien. Rédaction de l'évangile de Marc. Cela prouve, je conclus. Cela prouve quoi? Cela prouve effectivement que si le personnage Jésus n'est pas inscrit dans la généalogie, si on ne retrouve pas sa tombe au 1er siècle, s'il n'y a pas de pèlerinage, si la ville Nazareth n'existe pas au 1er siècle, si le lieu Golgotha n'existe pas au 1er siècle, et si les évangiles sont écrits a posteriori, c'est-à-dire 150 ans, 200 ans plus tard, cela veut dire que ceux mêmes qui sont appelés à être ses disciples n'ont existé que 150 ans, 200 ans plus tard. Et donc c'est un personnage fictif.
révérend pasteur Todd donne quand même des arguments solides là. Hein? Non, il n'a aucun argument n'est solide. Moi, j'appelle ça des affirmations gratuites. Nazareth n'existait pas, Golgotha n'existait pas, on retrouve la tombe de Jésus 400 ans plus tard, et pour un personnage aussi important. Ce que j'aimerais savoir, c'est juste comprendre quels sont ce type de sources-là qui défient la science que nous tous nous connaissons. L'archéologie moderne, les ressources nombreuses, tant bibliques qu'extra-bibliques, parce qu'il ne faudrait pas, n'est-ce pas, situer Jésus simplement comme étant un personnage biblique. Il est un personnage historique, scientifiquement reconnu avec toutes Donnez-nous donc les sources. Moi, je peux donner, entre parenthèses, je peux donner une source claire. Pourquoi tu laisses qu'il te Israël Finkelstein, la Bible dévoilée, c'est un archéologue israélien. J'ai l'ouvrage à la maison, j'ai oublié de la maison. Je l'ai aussi. Voilà. Ce mec démontre effectivement qu'aucun personnage biblique n'est un personnage non, historique. Vous trompez. C'est un Israélite. Je crois que vous souffrez de quelque chose. Vous souffrez de quelque chose. Vous avez un chercheur digne de ce nom commence sans des conclusions précises. C'est-à-dire quand il attaque un sujet, il ne se fait pas avant tout une conclusion. Je crois que tout souffre d'un problème, c'est que il se donne des conclusions et essaye de démontrer ses conclusions. Et là, c'est ce qui fait son problème. Il prend donc des sources dont on ne peut pas trouver. Ces sources-là, je défie, n'est-ce pas, tout scientifique sérieux ne pourrait accepter ce type de sources-ci. Parce que ce sont des sources qui sont fausses et mensongères. Oui, d'après vous, le croyant, tout scientifique croyant, il faut préciser, pas tout scientifique sérieux. Tout scientifique. Il y a des preuves. Il y a un livre écrit par un Israélite. Voilà. Qui s'appelle la Bible déchiffrée. C'est toujours. Qui s'appelle la Bible déchiffrée. La Bible dévoilée. La Bible dévoilée. C'est un archéologue. C'est toujours des sources mensongères. Ce que je veux vous dire, je voudrais vous dire, il y a des tonnes et des tonnes de ressources qui prouvent l'historicité de Jésus. Ce n'est plus une chose à démontrer aujourd'hui. Vous avez donné un livre, vous avez donné un livre. Voici l'autre source ici. Nous n'étions pas là. Je pense que si c'est là, si le thème de ce débat était d'apporter des sources, j'aurais apporté une tonne de livres. Non, le problème, c'est que vous faites des affirmations gratuites. Nous avons fait une démonstration. Je pense que c'est Blériot qui a fait une démonstration claire. Parce qu'on a besoin des sources. Vous êtes en train de faire preuve de mauvaise foi. Mauvaise foi, ça veut dire qu'on vous démontre A et vous dites ce n'est pas A. On vous démontre B, vous dites ça s'appelle pas B. Ce que vous êtes en train de faire, ça c'est de la mauvaise foi scientifique. Et même de la paresse intellectuelle parce que vous êtes borné sur ce que vous avez. Vous ne jetez pas un regard sur d'autres sources qui ne sont pas des sources qui sont des vôtres dans l'idéologie. Ce que je voudrais apporter des sources peut-être à la... Non, j'essaye de dire ma première source est une source biblique. Je crois parce que je sais. Et la Bible a toujours démontré, et je pense que toutes les démonstrations scientifiques que nous avons eues, des livres, que ce soit archéologiques, que ce soit des livres... On dit que c'est un ange qui parle, presque comme un fantôme. Voilà. Vous savez, on vous a dit ici tout à l'heure au début du crédit au début de cette discussion, je suis un homme, je pense que nous sommes dans un débat spirituel. Tout à fait. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui relèvent de la rationalité toujours. J'ai une expérience spirituelle avec le personnage Jésus. Donc, ce que je veux vous dire, de toute l'histoire qui dure, nous sommes à plus de 2000 ans après que le personnage Jésus ait existé, tous les combats contre son inexistence ont échoué. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui prouve même que c'est un personnage qui a existé, parce qu'il demeure d'actualité. Toutes les philosophies, les recherches scientifiques, des chercheurs de très haut niveau ont échoué à vouloir démontrer que Jésus
n'existait pas. On peut en placer une. Parce que même les simples, vous ne pouvez pas donner votre vie pour quelque chose qui n'existe pas. Très bien, merci. Lisons quelques messages, s'il te plaît, parfait. Et là, je suis au 213, c'est l'Algérie. S'il te plaît, parfait, ici, transmets ceci à Blériot, car il se trompe. Luc était plutôt disciple de Paul. Il n'a jamais été disciple de Jésus. Blériot se trompe. Même sur Google, il suffit de taper et ça apparaît que Luc n'a jamais été disciple de Jésus. Blériot, vous répondez? Moi, je suis disciple de Jésus. Autre message ce matin. Quel est le critère pour être disciple de Jésus? Oh là là, c'est long, je ne vais pas tout lire. Le christianisme est fondamentalement issu de l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth vers l'an 4 avant Jésus-Christ, 30 après Jésus-Christ, prédicateur juif proclamé Christ Messie par ses disciples. Il est le Fils de Dieu, l'image du Dieu invisible. Cependant, sa transformation en religion distincte résulte de plusieurs acteurs. Il parle là de 1. Pierre et les premiers apôtres, communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. En 2, il dit Paul de Tarse, qui systématisa la théologie et l'interdit aux non-juifs. 3, il parle de l'Empire romain, qui l'institutionnalisa et édite de Milan, 313 concile de Nicée, 325, dit au docteur Toth qu'il se trompe sur ce plan. Un autre message ce matin, que dit le téléspectateur Otep à tout le plateau. Les consciences africaines ne sont pas prêtes à écouter le discours du docteur Toth. Il va encore falloir beaucoup de temps. Le christianisme n'est qu'un machin. Oh là là. Vous êtes allé un peu loin là, messieurs. Un peu détenu. Alors, un autre message très rapidement. Long message aussi, les gens sont tellement inspirés. L'historicité de Jésus a été débattue par certains chercheurs, bien que la majorité des historiens reconnaissent l'existence d'un prédicateur juif au 1er siècle nommé Jésus. Toutefois, plusieurs arguments remettent en question son existence historique. D'abord, aucun écrit contemporain de Jésus ne le mentionne directement. Les évangiles ont été rédigés plusieurs décennies après sa mort présumée. Marc vers 70, Matthieu et Luc vers 80-90, Jean vers 100, ce qui soulève des doutes sur leur fiabilité historique. Des auteurs antiques comme Philon d'Alexandrie, Sénèque ou Pline l'Ancien, pourtant contemporains, ne font aucune mention de lui. Les rares sources non chrétiennes comme Flavius, Joseph et Tacite sont souvent considérées comme altérées ou interpolées par des scribes chrétiens, voire Earl d'Orlati, Ricard de Carrière. Ricard Carrière, historien spécialisé, soutient l'hypothèse du mythe de Jésus dans Round Historicity of Jesus 2014, une étude académique rigoureuse. Il y analyse les sources et démontre que l'hypothèse de Jésus comme personnage fictif est plausible scientifiquement. C'est mon avis scientifique, même si je crois en lui. Oui, est-ce qu'on peut réagir à son message? Réagissez. Il n'y a pas que Tacite et il n'y a pas que Flavius Joseph comme source extra-biblique pour démontrer l'existence historique de Jésus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau. Mais il y a une mauvaise foi qui veut qu'à chaque fois que tu leur donnes une source extra-biblique sur le sujet, ils vont s'arranger à te dire que non, ce n'est pas ça, en dépit des évidences. Il y a même, et je suis surpris, je me demande si toi, effectivement, est un intellectuel, il y a des études sur le plan de la psychologie pour démontrer qu'on ne peut pas dénier, sortons même de l'histoire, sur le plan de la psychologie, on a essayé de faire des travaux de recherche pour essayer de voir si vraiment ces gens-là qui persécutaient, donnant de leur vie, vous savez, entre 300 et 311 dans l'Empire romain, ce que les chrétiens ont subi, on les jetait en pâture aux lions, aux faux machins, ils alimentaient les jeux pour divertir les Romains. C'était une violence incroyable, du sang à couler, mais on se demande donc sur le plan de la psychologie, comment des gens donc qui croient en personnage fictif pouvaient tenir face à cela. Non, mais il faut être sérieux. La psychologie a tranché là-dessus. Ça peut pas être une fiction. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Nous n'arrivons pas à nous accorder sur ce plateau. Non, je crois avoir compris l'existence au nom de Jésus. Non, je crois avoir compris l'enjeu de la nouvelle égyptologie. Je crois avoir compris. Tu as effacé le personnage de Jésus. Parce que, en fait, si vous voulez voir des démonstrations de l'existence de Jésus, vous allez jusque dans le Coran. Le personnage central du Coran, c'est Jésus, Issa. Mais
L'idée ici, en fait, maintenant, je commence à comprendre, la nouvelle égyptologie est comme la basse. C'est-à-dire, oui, effectivement. L'idée ici, c'est de créer une religion. C'est une religion. Et pour créer une religion, il faut effacer les deux grosses religions qui ont pillon en Afrique. Mais vous n'avez pas besoin de nier les évidences. Si on était vraiment en spiritualité, on se lancerait des défis. C'est-à-dire que moi, je dis, oui, moi, je peux utiliser le code mystique du nom Jésus. Toi aussi, tu utilises le code mystique d'un autre. Moi, je ne parle pas là des pasteurs. On n'est plus... nous n'allons pas nous lancer les défis. Non, attends, je dis ceci. Toi, tu vas prendre le code mystique de Jésus. Je dis, et toi, tu vas prendre le code il mystique. prend un code mystique, je prends le code... Je n'ai pas besoin de prendre le code mystique de quelqu'un. Moi, je dis, non, je dis donc ceci. On se donne donc ce défi, on voit quel est le code qui va réagir. Moi, j'agis directement, je n'ai pas besoin... Bon, essaye d'agir, toi. Est-ce que... On n'est pas dans le spectacle. Non, ici, pas, essaye un peu. On n'est pas dans le spectacle. Non, et je dis, hein. Voilà. Pour lancer les défis, là. Ici. Oui, pour ne pas... Non, donc essaie d'agir là où tu es. On est déjà dans la diversion. Non, on ne joue pas. Non, là maintenant c'est sérieux, essaie d'agir. Qui est à l'origine du christianisme? Non, attends, ici, dis à toi que s'il a quelque chose, il essaie d'agir. D'agir en rapport avec quoi? Dans le code mystique maintenant. Qu'est-ce que tu m'as fait? Essaie de faire seulement n'importe quoi. Tu ne m'as rien fait. Donc je le neutralise là maintenant. Oui. Avec le code mystique. Tu ne m'as rien fait. Oui, je dois agir. Nous allons conclure ce programme. On est venu. Oui, on termine rapidement. Vous aimez jouer. Je voudrais que tu présentes cette image. Vraiment, en quelques secondes. Oui, sur cette image, vous voyez des Grecs et des Égyptiens noirs en train de pratiquer le culte d'Isis. Là, on est autour de 250 avant l'ère actuelle. Là aussi, vous voyez le Issa dont il vient de faire mention, là, qui était un prêtre d'Isis. Vous voyez là des Noirs et des Grecs. Et là, c'est écrit quoi, à quelle période? Si tu peux lire la date, si tu peux lire la date. C'est une honte de présenter une imposture, de présenter des images contemporaines. Ça, c'est une image contemporaine que vous présentez. C'est une honte scientifique. Je conclue donc. Cette chose non pas si je conclue donc ceci. Ceux qui sont à l'origine du christianisme, ce sont les Hébreux et les Grecs qui se sont frottés au culte d'Isis. Parce que la vraie sauveuse, c'est Isis. C'est grâce à Isis que c'est terminé, on dira merci. Donc, s'il te plaît, tu laisses la dernière phrase. Ce sont les Esséniens. Ce sont les Esséniens. Merci. Moi, je veux juste dire. Le christianisme sort du mouvement essénien. L'authenticité même du christianisme, c'est cette miséricorde que Jésus manifeste pour des personnages comme ça qui peuvent le calomnier. Tous les soirs à partir de 22h30. Demain, ce sera la dernière sortie et je vous annonce que ce sera avec un éminent professeur au Cameroun. Il s'agit de l'ancien recteur de l'université de Douala, le professeur François-Xavier Etoua, auteur d'un dernier ouvrage, co-auteur d'un dernier ouvrage. Ce sera demain à partir de 10h. Ne ratez pas cet autre grand moment de télévision. Une question avec tout ceci.